sur les blocs de Cocomelon. Ici, on va voir comment faire du détournement de DLL ou du hijacking avec les fonctions exportées. Par exemple, sur l'application Teams de Microsoft. Bonjour, passionnés de sécurité et hackers en tout domaine. Dans l'article précédent, sur le hijacking de DLL, j'avais considéré le cas le plus simple dans lequel la DL victime n'avait pas exporté de fonctions. Donc en fait, sur le cours précédent, on revenait dessus, on n'avait pas mis de fonction. Donc il fallait avoir des DL avec aucune fonction la plupart du temps pour que ça fonctionne. Mais dans certains cas, la DLL que vous compilez doit exporter plusieurs fonctions pour être chargée par le processus de la victime. Si ces fonctions n'existent pas, le binaire ne pourra pas les charger et l'exploit échouera. Donc il y a des fonctions où il y a des DL où il vérifie si les fonctions sont à l'intérieur. En tout cas, le programme qui appelle la DL vérifie si les fonctions sont à l'intérieur et si les fonctions ne sont pas dedans, elle refuse de la charger. Ainsi, la compilation de versions personnalisées de DLL existantes est plus difficile qu'il n'y paraît, car de nombreux exécutables ne chargent pas ces DLL si des procédures et des points d'entrée sont manquantes. Vous voyez, parce qu'en fait, s'il s'aperçoit que on a des procédures ou des points d'entrée, par exemple de fonctions, qui n'existent pas, à la place de juste zapper l'autre fonction, on ne va pas faire ça, elle va éviter de charger la DLL. Des outils tels que DLL Export Viewer peuvent être utilisés pour énumérer les noms d'une fonction externe et les ordinaux légitimes. Donc grâce à cet logiciel-là que vous pouvez télécharger et exécuter sur Windows, on pourra voir tous les noms des DLL. S'assurer que notre DLL est compilée puis le même format maximisera les chances qu'elle soit chargée avec succès. On répète qu'il y a mis au-dessus. Si on met les fonctions DL avec les mêmes noms de fonctions, qui ressemblent plus à la DL originale, ça fonctionnera mieux. Avant, on a deux schémas là. Donc on a avant l'usurpation, le hijacking, et après. Donc avant, en fait, le programme va directement pointer sur la DL qui est légitime. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intercaler notre DL qui est l'exploit. Donc, elle va charger l'exploit. Et nous, on va dire exporter les fonctions. Donc, elle va appeler ces fonctions-là, mais en chargeant l'autre DL. Donc, ça, c'est l'avantage, en fait, c'est qu'on pourra charger notre payload et que les fonctions que le programme va charger seront celles de la vraie DL. Donc, le programme fonctionnera. Il n'y aura pas du genre de message d'erreur. On peut utiliser ce programme que l'auteur a écrit. Donc, c'est un script Python qui énumère les fonctions à partir des DL fournies dans dl.py. Et en plus, il enregistre ces fonctions dans un fichier en .def. Donc là, on voit à peu près à quoi il ressemble. Il utilise pfil et grâce à pfil.pe, il charge le fichier DL et grâce à ceci, il va charger les entrées de définition et il va les décrire ceci dans un fichier. On le peut voir ici. Alors, pour montrer que l'exploit fonctionne, on va commencer à faire ça avec des fichiers test. Donc, pour tester le script, je vais écrire un simple DL avec les fonctions exportées et la vérifier. Par exemple, nous allons créer une DL, la plus simple, qui s'appelle pet.c. Donc ici, on a une DL qui va attacher le processus et qui possède trois fonctions exportées qui s'appellent cat, bird et mouse. Là, on peut la voir, c'est celle-ci là. Une fois que vous avez écrit le code qui permet de créer la DL et l'attacher au processus, il faut la compiler. Donc, on la compile avec le cross-compilateur sur Windows ou sur Linux. Donc moi je vais faire sur Linux et après, une fois que tout sera fait, que les fichiers seront bons, on pourra les mettre sur Windows. On compile et normalement j'ai un fichier en petDL qui fait 92 344 octets. Donc c'est bien comme c'est écrit sur le schéma. Alors pour vérifier que la DL fonctionne, il faut créer un programme qui l'appelle. Donc il a créé un programme simple qui importe les DL et utilise les fonctions exportées. Donc c'est le programme cartoon.ccp. Donc on voit que c'est les définitions de fonctions. Là, on charge l'instance principale. Là, on a les prototypes de fonctions. On a un booléen qui permet de libérer la mémoire. On charge la DL. On vérifie que les fonctions sont bien chargées. Si elles sont bien chargées, il n'y a pas d'erreur, on les exécute une par une. Là, et si elles sont mal chargées, il n'exécute rien. Et à la fin, il décharge la mémoire. Donc, ça, on voit que Cartoon est là. Là, il ne nous reste plus qu'à la compiler. Donc, on va la compiler avec les options d'optimisation de Cartoon X en mode console avec certaines exceptions et statiques pour pas éviter d'avoir des problèmes avec les librairies. Par contre, là, le dev nul, on préfère afficher les erreurs en cas qu'il y ait un problème. On pourra savoir pourquoi ça n'a pas bien compilé. Non, on compile. Donc là, on va compiler, comme je l'ai dit, en cartoon.x. Et là, il faut l'exécuter pour voir ce que ça donne si la DL est bien chargée. Donc retournons sur Windows,
on va sur le fichier partagé. Donc j'ai un répertoire partagé entre mon Windows et mon Linux. Et là, on voit bien que cartoon.exe est présent et PetDL est présent. Si les fichiers apparaissent pas au fur et à mesure qu'on les crée sur un dossier partagé, là, appuyez sur F5 pour actualiser l'affichage. Donc je clique 2 fois sur Cartoon. Là, je vois que le premier message box apparaît, la deuxième message box apparaît et la troisième message box apparaît. Donc tout d'abord, on a comme preuve concept qu'il fonctionne, que le fichier PDL fonctionne, et pour cela, après, on va créer un fichier malveillant eval. Donc là, on a la structure, on va prendre la structure du DL et on va créer un fichier eval qui pourra être chargé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire comme l'autre injection DL, il va mettre un nouveau message. Donc ce nouveau message, faire gaffe, on pourra mettre autre chose. On pourra mettre un reverse shell, du malware, du ransomware, etc. Ça peut être très dangereux. Donc là, on va juste afficher un message box qui va afficher là, le égal et la tête de chat là, qui est ici, en mode ASCII. Donc, mais avant que ceci fonctionne, là, il faut exécuter le script d'énumération pour récupérer les numérations de PetDL. Donc, faites attention, chez vous, ça sera peut-être pas Python 3, mais pas simplement Python ou Python.exe si vous êtes sur Windows. Hein. Ça dépend des systèmes d'exploitation. Ça peut légèrement différencier. Donc, on copie, on exécute, là, on dit que c'est bon, on regarde si pet.def existe, donc là, ça existe. Donc, on a un beard qui existe, et cat et pet4, donc toutes les définitions fonctionnaient, même mouse, ça fonctionne. Et une fois que ceci est fait, on va créer notre malware. Donc, on va compiler le fichier en eval.dll et le lait avec notre petdef pour que on ait les bonnes fonctions qui vont être appelées. Et on met bien en partagé. Donc faisons ceci. Vérifions si eval.dl est bien là. Donc là, il est bien là. Là, je fais F5 pour voir s'il est là. Ouais, il est bien là. Ensuite, il faut renommer le fichier original par le fichier notre malware. Donc le petDL, on met en pet original DL pour le sauvegarder et après on remplace le petDL par eval.dl. Donc faisons ce que ça a été dit. Donc petDL, on le renomme, on met en original et eval, on le renomme en... Donc là, on voit bien que pet fait plus le même espace. Hein. Donc ça, on peut le vérifier. Avant, on faisait 92 344 octets, et si je refais la même chose, hein, il fait plus que 12 284 octets, plus la même place. On va exécuter Cartoon avec AckerProcess pour voir comment ça fonctionne. Donc exécutons AckerProcess et exécutons notre fichier Cartoon. Et là on voit que la charge utile malveillante a été chargée. Donc ça veut dire que notre malware ou notre mauvais message box aurait pu charger ou se charge. Là, on va faire un exemple avec le monde réel. Alors moi, je vais faire un exemple avec un vrai Microsoft Teams original. Alors, évitez de l'exploiter dès que vous regardez cette chaîne YouTube parce que c'est une faille qui n'a pas encore été corrigée par Microsoft. Microsoft n'est pas chaud à corriger ces genres de failles. Donc, mais quel exemple concret on va faire? Donc, en recherchant diverses applications sur Windows 10 70, j'ai trouvé de nombreux candidats au piratage DL. Donc, l'un d'eux est Microsoft Teams. Donc, il faut télécharger Microsoft Teams et après Procmon. Donc, téléchargeons Microsoft Teams. Donc, on voit notre navigateur. Je cherche l'application Teams. Donc, là, il sera un lien Microsoft. On fait télécharger. Nous, on veut la version pour le travail ou l'école. Ça télécharge. On ouvre le fichier. Ça peut mettre un peu de temps avant de s'installer. Et là, une fois que c'est installé, Teams s'exécute. Une fois que ceci est fait, il faut exécuter Procmon pour voir les DL qui n'ont pas été liés. Donc revenez à l'ancienne vidéo, hein, si vous ne savez pas installer Procmon et l'utiliser, j'ai fait dans l'injection DL. La première vidéo vous explique comment Procmon fonctionne. Non, la première chose, le process name, il faut mettre qu'il s'appelle team.exe. Le résultat, donc dans le résultat, il faut trouver le name not found. Et dans le chemin, il faut que la fin soit .dl. On fait OK. Et une fois que c'est chargé, on a plein de DL qui se chargent comme ça. Et dedans, il y en a une qui nous intéresser, ça va être celle dans current ici. Donc là, il dit quand vous pouvez le tester, quand vous pouvez le contacter, il manque au processus Teams plusieurs DL qui peuvent éventuellement être utilisés pour le piratage des DL, par exemple pscapi.dl. Donc nous utilisera nous empdc.dl parce que c'est là les plus vulnérables. Au fur et à mesure, Microsoft corrige les failles de sécurité.
Mais avant de faire ceci, il faut réussir à voir cette DL et il faut sûrement voir aussi dans quel chemin il est dessus. Donc on va voir sur quel chemin il est. Donc on voit que le chemin c'est dans User. Alors dans C User, alors User c'est utilisateur hein, parce que Microsoft traduit dans la langue où on est. Test. Après AppData. Alors AppData c'est un fichier caché donc ça trouve vous le trouverez pas. Donc si vous le trouvez pas, donc on fait affichage. Ah, on va encore dire en grand, c'est bizarre, il nous bloque des... Non, affichage, et là, dans extension, nom du fichier, ou élément, là, faut que ce soit élément doit masquer. Sinon, on peut aller dans options, on peut aller dans affichage. Et là-dedans, là, on peut fichier dossier caché, on peut faire afficher dossier et lecteur caché. Donc ça, on peut le cocher dessus et ça vous afficher les dossiers qui sont cachés ou les fichiers qui sont cachés. Une fois qu'on est dedans AppData, on va dans local. Une fois qu'on est dans local, on va dans Microsoft. Dans Microsoft, on va dans Team et dans Team, on va dans Current. Et là, le fichier que je vous ai dit, si on le trouve pas du premier coup, alors on peut trier. Ça peut arriver que le fichier on ne trouve pas du premier coup, donc il faut décharger Steam. Ah ouais d'accord, il y a plein de trucs déjà. Donc on exécute Procmon. Ah, on exécute Procmon. Oui. On exécute Microsoft Team Classic. Donc Teams. On fait OK. Microsoft Team Classic. Ça charge. Et là on va voir les fichiers qui nous intéressent. Donc nous là qui nous intéresse c'est UMPDC. Donc cette DL là, on pourra la remplacer. Alors il faut faire gaffe, des fois c'est pas parce qu'on voit le nom du DL que ça va fonctionner. Hein. Des fois elle va à moitié charger quelque chose et elle va nous interdire des choses. Donc il faut bien sélectionner les bonnes DL. Le détournement de librairie ne fonctionne pas sur toutes les DL en fait. Donc on va chercher nos DL. Donc là il faut ouvrir un terminal DOS. Donc là on tape CMD. On va sur le répertoire racine et là on va chercher notre fichier. Donc PDC. Donc là on fait une recherche, donc S en récursive et B pour afficher le moins d'informations possible et on cherche où se trouve le fichier umpdc.dl. Ça peut prendre un peu de temps hein, suivant la vitesse de votre disque dur et le nombre de fichiers qu'il y a dans le système d'exploitation. Donc là on voit qu'il se trouve dans Système 32 Windows umpdc, donc on va le récupérer ici. Fait CTRL-C pour arrêter la recherche. Donc on va récupérer cette DL et avec le DL, nos scripts Python DL flash def, on va récupérer les définitions de fonctions. Donc faisons ceci. Donc on voit une nouvelle fenêtre de navigation. On a dit que le fichier se trouvait dans C Windows System 32 et dans il s'appelait umpdc.dl. Donc on copie et on va le coller dans notre dossier de partage. On fait coller. On vérifie qu'on a notre umpdc qui est là. Oui. Et là, on va récupérer les définitions en faisant Python 3 dl définition umpdc.dl. Une fois que c'est fait, on a notre fichier umpdc.dl en définition. Donc là, on a notre fichier umpdc.df. Donc là, on pourra compiler notre fichier malveillant avec ceci. Donc regardons comment il a fait. Comme vous pouvez le voir, le fichier module définition, nous c'est pas CFPCAPI mais UMCDC a été créé. Jetons regard sur eval.c. Donc ça, c'est le même fichier qu'on avait auparavant. Et on va l'utiliser pour le mettre dans nos Microsoft Teams pour voir si ça fonctionne. Ah bon, tout petit. Donc compilons-le. Par contre là, on met notre fichier qu'on a mis, umpdc.def. Là, on a un nouveau fichier en eval.dl. Une fois qu'on l'a là, on fait F5 pour rafraîchir la page. Et ceci maintenant, il faut le mettre dans l'endroit où team.x est mis là, pour qu'il va le chercher dans le répertoire qu'on avait tout à l'heure. Donc faisons ceci. Donc on fait copier et on le colle dedans. Et là, il faut le renommer avec le bon nom pour que ça fonctionne. Donc on renomme en faisant umpdc. Donc là, on a mis la bonne DL. Il faut évidemment quitter Teams et le recharger pour que ça recharge la DL. Donc je l'ai dit, ensuite il faut renommer le fichier cpscapi et le placer dans le répertoire après lequel Teams l'a chargé et nous donne un message de contexte lors du démarrage de Teams. Donc si tout se passe bien, normalement on devrait avoir notre message. Alors redémarrons notre logiciel. Et là on voit que Teams démarre. Donc en fait notre logiciel malveillant a été chargé et que notre logiciel démarre. Alors là, on a vu plusieurs message box, c'est parce qu'en fait, la DL, là, elle est appelée plusieurs fois. On ferme Teams.
Donc on nous dit là, le team s'est pas planté. Et c'est tout. Donc maintenant on va faire la même chose mais avec un reverse shell. Donc maintenant que tout fonctionne comme prévu, ajoutons des fonctionnalités plus avancées dans la DLL qui à leur tour nous donneront un shell TCP inversé, donc un shellcode inversé à chaque démarrage MS-DOS team. Donc pour plus de simplicité, nous pouvons simplement utiliser MS-Venom pour générer notre shellcode. Donc là avant de faire ça, il faut avoir la bonne adresse IP. Donc là on récupère notre bonne adresse IP. Et la bonne adresse IP est 192.168.1.55. Donc là, on a notre adresse IP, donc on pourra nous générer notre code pour notre reverse shell. On fait copier, coller. Et donc là, on met juste avec l'option FC, juste le code il sera mis en mode assembleur, mais non, pour fonctionner dans du code C. Là, on met 55 et le port, on peut garder le même, donc ça fonctionnera, on garde le même. Ça peut mettre un peu de temps avant de s'exécuter. Et surtout, pas oublier exit function trade, c'est-à-dire qu'une fois que la fonction sera de la DL ou la fonction qui sera quittée, en fait, elle va pas terminer le trade, elle va continuer, notre shellcode notre reverse shell plutôt, va continuer à fonctionner et même après que le programme soit terminé. Donc là, on a notre shellcode, notre charge utile qui a été créée. Donc là, comme on a dit, il faut mettre ça à jour notre DL malveillant, donc on en fait une nouvelle qui va charger le code. Donc par rapport comme on avait fait l'injection au tout début de l'autre vidéo que j'ai mis, donc, il va charger ça en mémoire dans un processus. Il va récupérer le processus en cours. Il va le stocker dans la mémoire. Donc dans la mémoire, il va le mettre en exécutable et lecture. Une fois que ceci va être fait, donc ça va être écrit dans le buffer. Et là, on va l'exécuter la mémoire, le buffer. Et puis on a le principe comme tout en haut là qui permet d'attacher notre code, notre charge utile dans la DL. Donc on a notre code qui est là, donc il faut remplacer le code, le nôtre qui est un peu différent parce que l'adresse IP a changé. Donc on récupère celui-ci et on le colle. Une fois que c'est collé, on sauvegarde et après il n'y aurait plus qu'à le compiler. Mais il faut le compiler avec les définitions de UMPDC. Donc après, on recompile comme je dis avec le MPDC. Donc ça, on va le recompiler. On fait copier. Donc là, on change les définitions. Là, on quitte le logiciel Team. On supprime l'ancienne DL. On va sur le nouveau partage et on regarde si on a evil.2 avec notre reverse shell qui est là. Donc oui, on fait copier, on le colle dedans et on renomme en umpdc.dl. Une fois que ceci est fait, après, il faut faire comme ça un reverse shell. Il faut faire une écoute sur la machine attaquante pour que quand la machine victime initie la connexion de la machine attaquante et le shell. Donc on fait un netcat, donc NT, on le met en mode listening, verbose pour qu'il nous affiche le plus de choses possibles et P pour assigner le bon port 4444. Là, il ne reste plus qu'à exécuter Teams pour voir si ça fonctionne. Donc on exécute Teams, il faut qu'il démarre. Là on voit qu'il est en train d'initier une connexion. Là le programme il démarre normalement. La personne là, elle n'a rien vu et nous, on a accès à son ordinateur. Alors là, on a bien, par contre, on n'a pas les accès administrateurs. Après, si on veut d'autres accès, il faut mettre d'autres exploitations pour avoir des accès privilégiés. Mais si on arrive à taper sur la bonne DL, ça se peut que la DL a besoin des accès administrateurs pour sa fonction et qu'on ait les accès privilégiés. Ça, c'est l'un des problèmes d'une faille qui était connue il y a quelques années. Snakebar qui faisait ce genre de problème. Donc là, elle nous dit la même chose que je viens de dire. Après, remplacer les DL, la cible. On a préparé les codes sur la machine de l'attaquant avec Netcat. Nous pouvons démarrer Teams et pouvoir si ça fonctionne comme tout prévu. Et là, on a un shell inversé. Donc, ce qu'on a vu. Microsoft Teams continuera normalement sans aucun plantage. Alors lui, il a eu une détection d'antivirus, nous on l'a pas parce que j'ai désactivé l'antivirus. Après, rien n'empêche d'essayer de contourner les protections antivirus en en chiffrant la charge utile. Et là, le problème, c'est qu'on utilise les suites d'outils Metasploit qui sont connus par tous les antivirus, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne pas vraiment. L'antivirus RGMDL. Conclusion, nous avons désormais atteint la persistance via Microsoft Teams. Oui, ça c'est vrai. Qu'à chaque fois qu'il va exécuter Steam, on aura le droit à une connexion. Une installation par défaut de Windows n'est pas vulnérable au piratage DL car tous les répertoires utilisés dans les recherches de DL sont configurés avec les autorisations appropriées. Oui, ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'il y a certains logiciels qui outrepassent ce genre de problème. Tout d'abord, en tant que chasseur de bugs, si vous souhaitez trouver des vulnérabilités et des violations privilèges sur le système de possession lui-même, vous souhaitez souvent repartir d'une page blanche
donc repartir à zéro. Avec une nouvelle installation de Windows, l'objectif est d'éviter les effets secondaires qui pourraient être provoqués sur l'installation d'applications tiers. Il y a déjà une grande différence entre un chercheur et un pen tester. Oui, en fait, le pen tester, il va chercher sur quelque chose qui existe déjà. Donc déjà une infrastructure qui est déjà mise en place avec des logiciels tiers, alors que le chercheur, à la plupart du temps, il va chercher des vulnérabilités sur un programme spécifique. Donc il faudra éviter qu'il y ait d'autres programmes derrière qui puissent poser des problèmes. Après, ça c'est pas une généralité que je vous pose, ça peut pas être forcément le cas. Et ça arrive, c'est souvent chercheur à pentester, quand on est chercheur, à la plupart du temps, il y en a beaucoup qui font double casquette, qui sont pentesters aussi. Un moyen simple d'empêcher le détournement des DLL serait que les applications utilisent toujours les chemins absolus au lieu des chemins relatifs. Oui, en fait, il faut qu'ils utilisent les chemins protégés par le système d'exploitation. Mais aussi, il y a un problème inhérent aussi comment les programmes sur Windows chargent les DLL. Bien que certaines applications, notamment portables, ne soient pas toujours en mesure de le faire, les applications situées dans System32 s'appuyant sur les DLL dans le même dossier n'ont aucune excuse pour faire autrement. Oui, ça c'est vrai. Mais aussi, il y a un autre problème, c'est que les autres logiciels, ils vont pas chercher la DLL dans System32 parce qu'ils ont besoin d'une DLL avec une version bien spécifique et qui n'est pas forcément là-dedans. Ou des fois pour des raisons de droit. La meilleure option que très peu d'exécutables Windows semblent faire consiste à vérifier toutes les DLL avant de les charger, par exemple en vérifiant leur signature. Cela éliminerait une grande partie des problèmes. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, et peut-être un peu faux, parce qu'il y a quelques années, on a réussi à falsifier des signatures ou à avoir des problèmes au niveau des drivers signés ou des certificats de Windows ont été volés, et ça a pu faire aussi des signatures. Donc là, on a toutes les DL à la fin et tout ça. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce qui va pas bien. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner pour que je continue la chaîne.